Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à une question vraiment centrale du programme d'AGGSP en première. Comment on fait pour bien s'informer? On est bombardé d'infos, de rumeurs, de ce qu'on appelle les fake news. Et savoir démêler le vrai du faux, ce n'est plus seulement une compétence pour l'école, c'est carrément une question de survie en tant que citoyen. On va voir ensemble que ce défi, en fait, il n'est pas du tout nouveau et qu'il est au cœur de nos démocraties depuis très très longtemps. Alors voilà, la question est posée, et elle est redoutable. Est-ce qu'une simple histoire, une nouvelle complètement fausse, peut vraiment avoir un impact sur des événements historiques majeurs? Eh bien la réponse, et on va le voir avec des exemples très précis, c'est un immense oui. Et c'est justement pour ça qu'il faut s'équiper, s'armer d'outils pour réfléchir. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Allez, on ouvre notre boîte à outils. Le premier, c'est celui-ci. Pour comprendre comment l'info peut retourner toute une société, il faut d'abord comprendre comment un groupe pense, ou plutôt comment il ne pense plus. C'est le travail d'un certain Gustave Le Bon, à la fin du 19e siècle. Il a étudié ce phénomène hyper fascinant, la psychologie des foules. C'est une idée clé pour comprendre comment est née ce qu'on appelle l'opinion publique. Alors, c'est quoi cette fameuse âme des foules? Pour le bon, c'est simple. Dès que des gens se rassemblent, il se passe un truc bizarre. Ils ne sont plus juste une addition d'individus rationnels, non, non. Ils forment une sorte de nouvel être, un esprit collectif qui ne réfléchit plus du tout de la même manière. L'émotion prend le dessus sur la raison, et l'esprit critique de chacun, il disparaît, comme dilué dans la masse. Cette citation, elle est un peu choc, mais elle résume parfaitement sa pensée. Pour le bon, si vous mettez un groupe de scientifiques et un groupe de maçons dans une pièce, sur des sujets généraux, leurs décisions ne seront pas si différentes. Pourquoi? Parce que l'intelligence de chaque individu s'efface. C'est la pensée du groupe, bien plus simple, plus primitive, qui prend le relais. C'est un point absolument crucial à comprendre. Bon, alors concrètement, comment elle se comporte, cette foule? Le bon a identifié plusieurs traits. D'abord, elle est super suggestible, un peu comme quelqu'un sous hypnose. Ensuite, ses sentiments sont toujours binaires et extrêmes. Soit elle adore, soit elle déteste. Il n'y a pas de nuance. Elle ne supporte pas la contradiction, elle est incapable de suivre un raisonnement logique, et surtout, ce qui la guide, ce ne sont pas les arguments, mais les images fortes et les slogans qui frappent. Passons maintenant à l'exemple parfait pour illustrer tout ça. Un cas que vous avez au programme, l'affaire Dreyfus. Cette crise qui a littéralement déchiré la France, ce n'était pas juste une affaire de justice, c'était une vraie guerre de l'information. Une guerre menée par la presse, qui a transformé toute la société française en une immense foule déchaînée. Et regardez bien ce tableau, c'est passionnant. On voit deux stratégies complètement opposées. D'un côté, la presse anti-Dreyfusarde, qui a eu un succès populaire énorme. Comment? En utilisant à fond les ressorts de la psychologie des foules. Des images de choc, l'appel aux préjugés, la désignation d'un coupable idéal. De l'autre côté, les Dreyfusards, comme Zola, qui eux essaient de convaincre avec des faits, avec la raison. C'est le combat de la logique contre l'émotion collective. Ok, on a vu que le groupe peut être irrationnel. Mais attention, même tout seul, on n'est pas tiré d'affaire. Notre propre cerveau nous joue des tours. C'est notre deuxième outil, les biais cognitifs. Ce sont en gros des raccourcis de notre pensée qui nous font prendre des vessies pour des lanternes et qui peuvent nous faire croire à n'importe quelle fausse information. Le plus connu de ces biais et celui que vous devez absolument maîtriser, c'est le biais de confirmation. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est assez simple. Notre cerveau déteste avoir tort. Il va donc, sans même qu'on s'en rende compte, faire le tri. Il va chercher et surtout retenir toutes les infos qui vont dans le sens de ce qu'on pense déjà. Et en même temps, il va ignorer ou minimiser tout ce qui pourrait nous contredire. Ce petit schéma illustre parfaitement le mécanisme. Tout part d'une croyance qu'on a déjà, et là notre réflexe spontané, ce n'est pas de vérifier si elle est vraie, mais de chercher des preuves qu'elle est juste. On devient en quelque sorte l'avocat de nos propres idées au lieu d'en être le juge impartial. C'est un piège terrible, surtout à l'heure d'Internet, où on peut trouver une source pour confirmer absolument tout et son contraire. Appliquons ça à un autre point du programme, les agences de presse. Une agence comme Havas, l'ancêtre de l'AFP, elle ne fait pas que transmettre de l'info, elle la vend. Et pour vendre, il faut que ça plaise au client, qui est le journal. Or, ces journaux ont une ligne éditoriale, des lecteurs qui ont déjà leurs opinions. L'agence peut donc être tentée de fournir des dépêches qui confirment ce que ses clients pensent déjà, et donc d'alimenter directement leur biais de confirmation. Mais alors, on est condamné à subir nos biais? Non. Et ce graphique, il est porteur d'espoir. Il résume une étude. On a montré des fausses infos à deux groupes de personnes. Au premier, rien. Au deuxième, on a juste pris 5 minutes pour leur expliquer ce qu'est le biais de confirmation. Le résultat, il est sans appel. Le deuxième groupe est devenu beaucoup moins crédule. Le simple fait de connaître l'existence de ce biais agit comme un vaccin pour l'esprit. L'esprit critique, et oui, ça se travaille.
On a vu la psychologie du groupe, puis les failles de notre propre esprit. Maintenant, mettons les deux ensemble et on arrive à notre troisième outil, l'information quand elle est utilisée comme une arme. On entre là dans le domaine de l'influence et à son stade ultime, de la propagande. Le terme technique, militaire même pour ça, c'est le perception management, la gestion de la perception. Là, l'objectif, ce n'est plus du tout d'informer, c'est de construire une réalité sur mesure dans l'esprit de la cible pour l'amener à penser ou à faire ce qu'on veut. On ne cherche plus à convaincre par la raison, mais à façonner une vision du monde. Attention à ne pas tout mélanger. Ce tableau est essentiel, notamment pour le bac. L'information, dans l'idéal, ça cherche à éclairer, à montrer la complexité, les différents points de vue pour qu'on puisse se faire notre propre opinion. La propagande, elle, c'est l'inverse. Elle veut imposer une seule vérité. Pour ça, elle simplifie, elle caricature, elle joue sur nos émotions et nos biais pour court-circuiter notre jugement. Et l'exemple historique parfait pour ça, c'est la guerre du Vietnam. C'est la première fois qu'un conflit est retransmis tous les soirs à la télé. Le champ de bataille n'est plus seulement Vietnam, il est aussi dans le salon des Américains. Gagner le cœur et l'esprit du public devient aussi crucial que de gagner une bataille sur le terrain. Et là, la propagande, qu'elle vienne d'un côté ou de l'autre, va exploiter très scientifiquement nos fameux biais cognitifs. Par exemple, le biais d'ancrage. On va marteler une première image très forte, comme celle du soldat américain qui vient libérer le peuple. Le biais de confirmation. On va diffuser en boucle des témoignages qui vont dans ce sens. L'effet de groupe. On va montrer des images de foule qui soutiennent la guerre, pour donner l'impression que c'est la vie de tout le monde. Bon, nous voilà au bout de notre parcours. On a maintenant 3 outils vraiment puissants pour décrypter la fabrique de l'information. Alors pour finir, on va synthétiser tout ça de manière très pratique en pensant à votre préparation au bac. Ce tableau, c'est un peu votre fiche de révision ultime. Pour chaque notion clé, vous avez l'exemple historique du programme qui colle parfaitement. Et surtout, un conseil concret pour savoir comment l'utiliser dans une copie. Par exemple, si vous avez un article de presse sur l'affaire Dreyfus, posez-vous la question, est-ce qu'il s'adresse à ma raison ou est-ce qu'il essaie de jouer avec mes émotions de fou ? Donc voilà, le point vraiment crucial, la chose qu'il faut retenir, c'est que l'esprit critique, ce n'est pas inné, ce n'est pas un don. C'est une compétence, une discipline. C'est comme un muscle, ça s'entraîne, en utilisant les bons outils et en se posant sans cesse des questions sur les infos qu'on reçoit. Et je vous laisse avec une question pour la route. Les outils qu'on a vus aujourd'hui, ils ont été pensés au 19e et 20e siècle. Mais maintenant, avec l'intelligence artificielle, les deepfakes, ces vidéos plus vraies que nature mais complètement fausses, les défis sont encore plus grands. Est-ce que les leçons de l'affaire Dreyfus ou du Vietnam sont toujours valables ? Comment on va devoir adapter notre esprit critique ? La question reste ouverte et très honnêtement, c'est à votre génération d'y trouver des réponses.